nos studios, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous tous. C'est l'heure de vous tenir compagnie à travers cette grande émission. C'est politique en ce jour. Nous recevons des compatriotes. Ensemble avec eux, nous allons justement tourner tout autour de l'actualité avec des thématiques à l'ordre du jour. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre une fois de plus. Merci de l'attention soutenue à cette émission. C'est politique. Nous allons comme ça démarrer avec ces premiers sujets. Les gouvernements, SAMA, évaluation et bilan. On en parle dans cette émission, mesdames et messieurs, aussi. Le deuxième sujet qui est consacré à l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, la France, les USA, l'Angleterre, la Chine, avec la RDC et Kagame et SLE. Vous essayez de comprendre que ici, la RDC est en train justement de jouer un rôle très significatif en ce qui concerne le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et tout le monde reste jusque-là unanime pour que la partie orientale de notre pays puisse respirer. Ludovic Kalengai, il est coordonnateur du PMVS. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs de la 10e rue ainsi que toute l'équipe technique qui m'a reçu en ce moment. Très bien, merci beaucoup de répondre à notre invitation. De l'autre côté, nous avons leader Kingozi. Il est le président de Milelo Yamboka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis heureux de revenir sur ce beau plateau et j'en profite aussi pour saluer tous les peuples congolais partout où ils peuvent se trouver. Très bien, c'est une joie pour moi de vous recevoir en plateau. C'est une première et ça ne sera pas la dernière. En tout cas, nous allons justement ouvrir les portes de cette grande émission. Vous me suivez, vous pouvez toutefois réagir à ces numéros affichés au bas de vos écrans. En tout cas, entrer en contact avec nous à travers les SMS, mais bien aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et mettre vos suggestions. Pourquoi pas aussi contribuer à cette grande émission, parce que nous parlons nation, nous parlons insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'affaire de mission Sama Lukonde, plus de 3 ans et 5 jours, si j'ai bonne mémoire, à la tête de la primature en République démocratique du Congo. Sama gérait le pays au quotidien. Ça, il faut les souligner. Et donc, nous allons un tout petit peu avec les invités en plateau analyser son parcours et ses réalisations. Nous démarrons avec Ludovic Kalengai. Déjà, d'entrée de jeu, un mot introductif par rapport à ce que vous avez comme information, ce que vous avez comme perspective, ou soit une demande que vous pouvez adresser à nos dirigeants. Ils vous suivent à cet instant. Bon, d'abord, j'aimerais m'attacher au sujet, le premier sujet, par rapport au bilan, comme je peux dire, de Sama Lukonde. Moi, je considère en ce moment que ça a été une erreur de casting, une erreur stratégique, parce que je me rappelle, c'était le 16 février 2021, donc quelques jours après qu'il ne soit nommé comme Premier ministre. Lors de son discours, il a bien dit que sa priorité serait la sécurité à l'est du pays, ainsi que dans le Grand Katanga. Nous étions la première structure, et je peux dire aujourd'hui la seule, qui lui avons adressé une correspondance où nous lui avions donné l'état de lieu de la situation dans le Nord Kivu, les nombres des groupes armés et les moyens dans lesquels on pouvait éradiquer tout cela. Mais il ne s'est contenté qu'à grossir et à faire autre chose. Et au moment où nous parlons, il y a une catastrophe, il y a des catastrophes, il y a des choses qui s'aggravent au niveau de l'est du pays où nous lui tenons responsable. Et nous continuons. Aujourd'hui, il est allé démissionner, mais très déçu, on constate une violation intentionnelle de la Constitution par rapport à cela et du règlement aussi d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale par rapport au cumul des postes, c'est très grave. Très bien, merci beaucoup. Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a appelé à créer une commission pour déterminer les racines profondes des conflits pour une paix durable. Dans un contexte marqué par une situation alarmante dans l'Est de la RDC, le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation PMVS a lancé un appel au président de la République. Nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la mise en place d'une commission mixte. Cette commission impliquant divers acteurs locaux et internationaux
aura pour mission de déterminer les origines profondes des conflits dans la région et de proposer des solutions concertées en vue de la stabilisation. Exactement, c'est nous qui l'avons proposé. Nous nous rappelons que le chef de l'État venait de nommer un informateur. Nous avons constaté... Augustin Kabouya. Oui, nous avons constaté que beaucoup de politiciens se bousculent pour aller se consulter auprès de l'informateur pour une seule raison, les partages de gâteaux. Pendant que... Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, c'est vrai, nous sommes vrais, nous restons vrais. Pendant qu'à l'est du pays, la situation ne fait que s'aggraver. C'est depuis 2020 que nous parlons de cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. Que vous, en tant que structure... Voilà, c'est pour cela que nous, le PMVS, nous nous sommes concertés avec beaucoup d'activistes de mouvements citoyens, de la société civile. Nous sommes en pourparlers aussi avec les évêques qui sont aujourd'hui, les évêques, parce qu'aujourd'hui il y a le collectif des évêques de la région qui sont en train de visiter les réfugiés qui sont en Ouganda, qui sont au Rwanda, ceux qui ont fui les atrocités de 1994 lorsque les Hutus sont venus. Nous avons constaté que la diplomatie n'a pas trouvé de solution. Des sommets en sommet, l'accord de Luanda, de Nairobi, ça devient de la danse. Nous avons constaté que les hostilités du M23 ainsi que les FARDC avec l'EAC, aujourd'hui la SADC, c'est la danse. C'est pour cela que le PMVS a proposé au chef de l'État, nous l'avons écrit aussi officiellement à la présidence de la République, la mise en place d'une commission spéciale qui va régler les causes profondes de conflits à l'est du pays, qui sera conduite par un informateur. L'informateur a comme objectif d'identifier avec son équipe de 26 personnes les causes profondes des conflits. Parce que quel informateur en fait pour allusion? Mais non, jusque-là, il y a des personnes que nous sommes en train de consulter. Il y a beaucoup de spécialistes qui connaissent la situation de l'est du pays. Nous allons faire un choix sur base d'un paquet de 17 personnes que nous avons. Celui, après l'avoir consulté aussi, nous allons lui proposer l'affaire. Ceux-là qui va se sentir capable de le faire va le conduire. Et les critères de ce choix d'abord, pour maîtriser la situation de l'Est du pays, connaître réellement les causes profondes du pays, parce que la plupart des personnes pensent que la situation s'est aggravée. La situation a commencé depuis 1996 lors de la création de l'AFDL et tout. Non. C'est une question qui a commencé depuis très longtemps, voire même l'époque coloniale, avec la situation des Hutus, des Tutsis au niveau de Rwanda que nous avons importé. Alors, le premier critère, ça sera déjà une personne qui maîtrise la situation de l'Est du pays. Nous en avons ici en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs qui n'aiment pas se manifester parce que c'est ce qu'on appelle dossier sensible. Mais nous allons leur demander de prendre le courage, de nous accompagner. Nous serons ensemble avec les activistes des mouvements citoyens. Nous sommes en pourparlers avec l'Église catholique et les acteurs communautaires. Et nous allons associer toutes les 26 provinces et les notables, bien sûr, pour qu'ensemble, nous puissions élaborer un cahier de charges que nous allons déposer au chef de l'État et l'expliquer la pertinence de cette proposition. C'est pour ça que j'en appelle aussi à l'implication de tous les acteurs de la société civile, de l'Église catholique, l'Église protestante, donc l'Église en général, pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat d'attaque de la racine des causes profondes de conflits pour résoudre le problème à l'est de la République démocratique. Merci beaucoup. C'était Ludovic Kalengai, le coordonnateur du PMVS. Ensemble avec lui, nous sommes en train justement de décrypter l'actualité ici en plateau 10e rue. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à vous tous à cette grande émission, c'est politique. Nous allons justement entrer dans notre sujet. Nous allons prendre ces communiqués voilà, du cabinet du président de la République. Instructions relatives à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République. Vous le savez bien, le Premier ministre avait déposé sa démission auprès du président de la République qui, ces derniers, l'a demandé en tout cas d'expédier les affaires courantes. On en parle dans cette émission, mais nous allons également aussi évaluer les gouvernements Sama, mais aussi son bilan. Jusque-là, il a mis au moins 3 ans et quelques jours à la tête de la primature en République démocratique du Congo. Les cabinets informent ce qui suit. Les cabinets du président de la République portent à la connaissance de la nation qu'à la suite de la démission du gouvernement et conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Les affaires courantes couvriront
Premier point, les affaires de gestion journalière. Donc, le règlement n'implique pas des décisions quant à la ligne politique à suivre. Deuxième point, les affaires en cours à propos desquelles les décisions constituent l'aboutissement des procédures entamées antérieurement. Et troisième, les affaires urgentes pour lesquelles un retard dans les traitements serait générateur des dommages et des nuisances pour la nation ou contreviendrait aux engagements internationaux de l'État. Mesdames et messieurs, vous avez compris, les cabinets du chef de l'État justement informés par rapport à cette question. Je reviens de l'autre côté. Maître, votre mot introductif, bien sûr, avec quelques phrases. Samalou Condé a déposé sa démission, le chef l'a reconduit. S'il faut interpréter le droit, que pourriez-vous dire par rapport à cet acte? Merci, monsieur le journaliste, pour la question qui est en train de faire débat au sein de nos salons politiques et aussi auprès de nos populations. Vous savez, d'entrée de jeu, je voudrais déjà souligner une chose. Allez-y. Après la fin d'une législature et la période intervalle qui se retrouve au début d'une nouvelle législature, il y a beaucoup de mouvements politiques qui se font, et sur le plan juridique et aussi sur le plan administratif. J'estime déjà que nous sommes dans un environnement qui a été calqué par un vent de démission. Et par rapport à cet environnement calqué par le vent de démission, il ne faudrait pas seulement que la population congolaise ne puisse s'y atteler que sur la démission du chef du gouvernement qui emporte en plus de tout son gouvernement. Il faudrait que ce vent soit étendu au niveau même du cabinet du président de la République qui a été récemment réélu par la population congolaise. Cela voudrait également dire que tous ceux-là qui occupent des fonctions prestigieuses ou des fonctions qui accompagnent les devoirs du président de la République doivent aussi présenter leur lettre de démission, puisque en réalité leurs mandats ont aussi expiré. Parce que lorsqu'on dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois, cela signifie également que tous ceux-là qui travaillent en compagnie avec le président de la République, leur mandat également expire une fois que le mandat du chef de l'État est censé prendre fin. Ce qui revient à dire, le membre du cabinet du président de la République, les directeurs de cabinet et ainsi de suite, en ces temps-ci, en réalité, n'ont aucune possibilité administrative ou juridique de prendre des décisions contraignantes qui pourraient engager la République, puisque en réalité, ils sont en phase d'expiration de leur mandat, non seulement sur le plan constitutionnel. Il faille au chef de l'État de renouveler le mandat à ce dernier pour qu'il puisse opiner dans le sens de mieux diriger la République. Il nous souviendra que à l'époque de 2018, quand le chef de l'État Tshisekedi a accédé au pouvoir, et il était dans l'obligation de commencer à composer son nouveau cabinet, et il l'a fait avec la personne de M. Vital Kamerhe et le professeur Eberande, qui ont commencé à poser des actes importants et des actes utiles pour l'intérêt de la population congolaise et de l'État en général. Et en ces temps-là, il y avait un gouvernement qui était obligé d'expédier les affaires courantes, parce que le gouvernement était issu d'une législature précédente que celle qui a été élue en 2018. Et l'avantage était tel que le premier ministre de l'époque, M. Bruno Tshibala, n'était pas élu, et il avait la facilité ou encore l'ouverture constitutionnelle de commencer à expédier ses affaires courantes. Mais c'est ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nous estimons que d'entrée de jeu, tous les membres du cabinet du chef de l'État doivent présenter leur démission, puisque leur mandat ont déjà expiré. Alors, s'il faudrait que nous puissions revenir sur la démission de Jean-Michel Samalou Condé, qui est aujourd'hui député, je pense que d'aucuns se posent la question si le chef de l'État a violé la Constitution ou si la Constitution a été respectée. Alors, personnellement, je n'aimerais pas entrer sous un débat de la violation de la Constitution ou pas, parce que sur le plan juridique, nous allons être butés à deux débats de deux écoles. Une des écoles pourrait soutenir qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, parce que pour l'intérêt de la continuité des services publics et des services de l'État, il faille que le gouvernement ne puisse plus
disparaître totalement, il faudrait qu'une équipe restreinte puisse continuer à expédier les affaires courantes. Mais une autre école du juridisme rigoureux voudrait à ce qu'on s'en tienne fermement, strictement à l'interprétation que la Constitution voudrait que le mandat du Premier ministre prend fin sous quelles conditions. Alors, lorsqu'on fait la lecture des économies des articles 78, 147 et 90, il est clairement établi que l'exercice des fonctions du Premier ministre arrive sous quelles conditions. La première condition, il faudrait que la personne qui lui a donné mandat, qui l'a nommé, comme le voudrait l'article 78 de la Constitution, qui dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Très bien. Et il met fin aux fonctions de celui-ci sur présentation de la lettre de démission de ce dernier au président de la République. Et lorsque celui-ci présente sa démission, sa démission emporte la démission de tout son gouvernement. Très bien. La deuxième possibilité, c'est laquelle il faudrait que le Premier ministre soit démis par une procédure parlementaire qui est une motion de censure votée au sein du Parlement, qui oblige celui-là, dans les 24 heures qui suivent, de présenter sa lettre de démission qui emporte également de tout son gouvernement. Et c'est ce qui a été fait. D'après l'école de ce rigourisme juridique, on doit comprendre bel et bien et clairement que lorsque Sama Lukonde a présenté sa lettre de démission auprès du chef de l'État, qui en a pris acte, son gouvernement tombe automatiquement. Alors, il n'y a aucune raison, aucune justification légale qui permettrait à un autre membre du gouvernement de se permettre ou de décider de commencer à expédier les affaires courantes. Cela fait que dans ceux-là qui sont les tenants de l'école du rigourisme juridique disent qu'il y a violation de la Constitution. Alors, s'il faudrait que... Maître, s'il vous plaît, s'il faut ici interpréter les textes, que dit la loi par rapport à cet état des choses? Les téléspectateurs sont en train justement de suivre à travers ces images illustrées par Enoch Luyeye comment est-ce que le chef du gouvernement a déposé sa démission auprès du président de la République. S'il faut interpréter les textes, que dit la loi? Je voudrais y arriver. Je voudrais y arriver. La Constitution donne les actes que les autorités doivent prendre sur le plan juridique. La Constitution dit ceci: les chefs de l'État statuent par voie d'ordonnance. Très bien. Le Premier ministre décide ou statue par voie de décret et les ministres par voie d'arrêté. Cela signifie que après l'ordonnance qui a nommé Sama Lukonde comme Premier ministre, dès lors que ce dernier donne la lettre de sa démission, en réalité cette ordonnance-là prend fin, expire. Alors, les membres du cabinet du président de la République n'ont aucun acte juridique à prendre sur la décision de l'État. Ce qui fait que la décision prise par les membres du cabinet du chef de l'État devient des décisions irrégulières. Voilà pourquoi je suis en train de donner l'esprit des deux écoles distinctes ou différentes. Celle qui soutient qu'il y a violation de la Constitution parce que lorsqu'on démissionne, on ne démissionne pas seulement individuellement, mais on démissionne avec tout son gouvernement. Merci. Et ceux qui prétendent engager la continuité de l'État, ils le font d'une manière illégale. Merci beaucoup. C'était la leader Kingozi, mesdames et messieurs, il est le président de Milelo Yamboka. Alors, un grand merci à tous les héros dans l'ombre. Vous êtes derrière les caméras en train justement de faire un travail excellent à travers les antennes de la 10e rue. Alors, Germain Mundoukou, un grand merci, mais aussi à Enoch Luyeye. Enoch, tu vas nous permettre de suivre cet élément du Premier ministre. Nous allons revenir justement pour le commenter. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota immatriculée AGC 0001 fait son entrée dans les allées de la cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Sama Lukonde est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur.
À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Sama Lukonde démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. À l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga, et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise. Et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que, sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières et finalement le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Sama Lukonde a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation. Retour en plateau, mesdames et messieurs, après avoir suivi cet élément, un bel élément en tout cas de notre Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, élu député national. Alors, maître, vous allez conclure, Sama Lukonde, un bon élève de Félix Tshisekedi, mais avec quel résultat? Oui, Sama Lukonde, un bon élève de Félix Tshisekedi, Sama Lukonde, un bon élève des Congolais. Des Congolais? Oui, des Congolais avec quand même un bon résultat. C'est vrai? Oh, oui. S'il faudrait voir dans son travail les années qui ont précédé sa venue au sein du gouvernement comme chef de l'équipe, dans le secteur minier, il n'y avait pas assez de mobilisation des recettes. Mais avec son arrivée, lui qui est venu
d'une entreprise minière, il a pu relever les recettes de l'assiette minière qui a atteint pratiquement le milliard, ou dépassant même le milliard. Mais bon, il a compris qu'il devait être dans le respect des dispositions de l'article 110 de la Constitution. Bon, oui, ça ce n'est qu'un secteur, ça ce n'est qu'un secteur que j'ai pu relever par rapport à l'une des possibilités de ces expertises, oui, parmi tant d'autres. Il a compris qu'en vertu de l'article 110, il ne devait pas continuer à être chef du gouvernement parce que le mandat du député qui n'est pas encore validé est incompatible avec une autre fonction comme être membre du gouvernement. S'il n'avait pas renoncé à son mandat, s'il n'avait pas renoncé plutôt à ses fonctions de chef de gouvernement, il allait perdre carrément son mandat parlementaire et son siège allait être remplacé par un autre élu de la même circonscription. Voilà pourquoi nous voulons que lorsqu'il faudrait qu'on puisse réviser la Constitution, il faudrait que les intelligences soient ensemblées pour que des pareils cas ne puissent plus se reproduire. Merci un beaucoup. élu qui est un ancien Premier ministre qui ne sait plus comment se comporter. Leader Kingo. Nous devons respecter la Constitution. Nous avons. Merci beaucoup de votre intervention. Je vais tourner de l'autre côté. Alors, Ludovic Kalengaz, Samalou Kondé, élu dans le Grand Katanga, député national, chef de gouvernement, plus de 3 ans à la tête de la primature. Aujourd'hui, il continue à avoir la confiance du président de la République. Le chef l'a appelé, en tout cas, expédier les affaires courantes. Jusque-là, Sama a des résultats positifs au devant de la nation et du président de la République. Non, très négatif. Écoutez, il a joué à l'humanité. Très négatif. Très négatif. Oui, il a joué à l'humanité. Vous allez vous rappeler que c'est même Premier ministre Samalou Kondé, c'est lui qui avait saisi la Cour constitutionnelle pour demander ce qui se passe aujourd'hui. La Cour constitutionnelle a dit le droit. Il lui a joué. Il n'était déjà pas content. Il savait ce qu'il faisait. Il n'était pas content. Oui. Mais le jour où il est allé pour déposer sa démission, il n'était allé que pour sauver son siège. Et il savait lui-même, sûrement, parce que je peux le comprendre, que le chef de l'État allait le reconduire pour qu'il puisse continuer ce qu'il est en train de faire. Je vous ai dit ceci. Je me rappelle du premier discours du Premier ministre. Le premier discours du Premier ministre, il n'avait qu'un seul objectif à atteindre. Je le répète toujours. Même dans toutes mes correspondances, je l'ai toujours répété. Lorsqu'il on l'a nommé, il a tenu sa première conférence de presse, il a dit « Ma priorité, c'est la sécurité dans le Grand Katanga et à l'est du pays. » S'il faut faire une analyse par rapport à la situation sécuritaire du pays pendant ces 3 années, ça s'est détérioré d'une manière catastrophique. Vous vous rappelez, avant qu'il ne soit nommé comme Premier ministre, le M23 n'avait pas pris Bunagana. Quand il est nommé, quelques temps après, le M23 s'empare de la ville de Bunagana, Rutshuru et ainsi de suite. Ce n'est pas une personne pareille que vous avez... Le M23 ont pris Bunagana sous Sama et Sama part. Et nous pensions même que Samalou Kondé pouvait résoudre ce problème parce qu'il avait dit qu'il va résoudre le problème à l'est du pays. Et je me rappelle, c'est sous Samalou Kondé que l'ambassadeur italien, l'ancien, a été tué près de Goma. C'est très grave. Et pourtant, quelques semaines avant... Mais il n'avait pas signifié son déplacement. Une semaine avant. Moi, je dis ceci, je le prends à ses mots. Il a dit que sa priorité... Il n'a pas dit que sa priorité, c'est autre chose. Non, sa priorité, c'est la sécurité à l'est du pays et dans le Grand Katanga. C'est aussi l'éducation, c'est aussi l'emploi des jeunes. Vous avez juste suivi ce qui s'est passé à Malemba Nkulu, je ne peux pas en répéter. Mais la situation de l'Est s'est aggravée tout juste quelques semaines après qu'il ne soit Premier ministre. Quelques semaines. Donc selon vous, voilà. Vous allez voir aujourd'hui, étant donné que la situation, parce que quand on parle de cette situation grave, il n'y a qu'une situation importante et délicate en ce moment, c'est à l'est du pays. On le parle, la plupart des membres du gouvernement sont en train de parler avec négligence, je le vois. On n'a qu'une seule chanson, c'est d'accuser le Rwanda. C'est ça la chanson. Mais quelles sont les solutions? Vous êtes contre qu'on accuse le Rwanda? C'est pas pour rien que j'ai proposé la mise en place d'une commission pour identifier les causes profondes des conflits. Parce que j'ai compris qu'apparemment on ne sait pas d'où provient le mal. On ne sait pas. Et cette commission va aider l'opinion nationale et internationale à résoudre ce problème. On ne reste que dans un contexte. Nous sommes agressés par le Rwanda, nous sommes agressés par les États-Unis, nous sommes agressés par la France, nous sommes agressés par tout le monde. Mais non,
Écoutez, on doit prendre nos responsabilités en tant qu'État. Mais sur le plan interne, il y a quand même un grand travail qui est en train d'être fait. Vous parlez d'un grand travail, moi je suis en train de parler de la résolution. Quand l'insécurité est au-dessus de l'échelle, rien ne marche. Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a des milliers de déplacés à l'est de la République démocratique du Congo. Qui peut habiter Saké en ce moment? Qui peut habiter Bunagana en ce moment? Mais la paix est revenue à Saké, il ne faut pas nous dire les contraires. Vous parlez de la paix revenue à Saké, ça c'est ce que l'on vous dit. C'est le discours. Non, c'est la réalité. C'est le discours. Saké ne plus inquiétant. La paix passera par le rétablissement de la vérité et par le dialogue, je le dis toujours. Nous sommes dans l'obligation de dialoguer avec les membres du M23, ce sont nos frères. Je le dis toujours. J'ai écrit plusieurs fois, j'adresse les correspondances d'une manière officielle. Je passe dans des médias pour dire, pour supplier au monde du gouvernement. Mais là, on est en train d'attendre le gouvernement. Un gouvernement qui sera aussi capable d'apporter ces genres de propositions, non. On doit essayer de résoudre les problèmes, la racine des problèmes et la situation actuelle, car la situation actuelle s'aggrave. Vous avez vu. Nous parlons de l'évaluation et bilan du gouvernement. Exactement, mais est-ce que vous ne sur le plan éducation, sur le plan éducation, le problème sécuritaire résout tout. Tant que la sécurité n'est pas garantie. Non, exactement. Moi, j'aimerais être clair là-dessus. Tant que la sécurité n'est pas garantie, on ne peut pas me parler de la stabilité économique parce que ça n'existe pas. On ne peut pas me parler de la stabilité sociale parce que ça n'existe pas. On ne peut pas parler de la stabilité sanitaire parce qu'il y a les sécurités sanitaires. Nous, le PMVS, nous recevons les indicateurs par rapport à la malnutrition des enfants dans toutes les zones de santé de la ville province de Kinshasa et en République démocratique du Congo. Nous avons des indicateurs des mères qui perdent leurs enfants à cause simplement de la non-participation de l'État dans ce qui se passe. Nous avons des critiques objectives et notre manière de penser ne doit pas donner l'impression que nous n'aimons pas le chef de l'État. Je l'ai toujours dit, nous sommes de ceux-là qui soutiennent le chef de l'État, mais qui ne doivent pas se taire lorsqu'il s'agit d'une irrégularité ou d'un problème. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes ici en train d'évaluer le gouvernement Sama, mais aussi son bilan. Sama Lukonde, vous le savez bien, il a mis 3 ans à la tête de la primature, 3 ans et quelques jours en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Notre invité en plateau, mesdames et messieurs, il vient de se joindre nous, Eric Bamanaï. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à toute l'assistance qui nous suit à la maison, partout et à travers le monde. Bonjour à l'équipe technique, bonjour à mon épouse et à ma fille, bonjour à son excellence Félix Antoine Tshisekedi et surtout, je vous présente mes excuses pour le retard puisque l'heure de l'émission était vraiment connue dans nos habitudes bien entendu. C'est vrai qu'il y a eu un élément d'extranéité qui a fait défaut, donc l'embouteillage qu'on n'avait pas prévu, qui a fait que nous puissions arriver en retard. Pour ça, je mérite vos excuses. Très bien, on va évoluer. Je reviens directement à la question, puisque je trouvais ici, vous êtes en train de parler de l'évaluation du gouvernement Sama Lukonde. Je suivi mon co-débatteur tout à l'heure, je suivi celui qui est à mes côtés ici. S'il faut rester dans ce qu'on appelle évaluation du gouvernement Sama Lukonde, il y a à boire et à manger. Donc le bilan n'est pas totalement négatif. Donc c'est partiellement positif, ça veut dire qu'il y a eu des avancées significatives in globo. Alors je pense que pour moi, le faire revenir encore comme Premier ministre au deuxième quinquennat du président de la République, je trouve que ce n'est pas vraiment important. Ce qu'il a pu faire, il a fait. Il faut trouver encore, puisqu'à chaque moment, vous avez besoin de monter, vous aurez besoin de gens plus forts pour encore atteindre des niveaux supérieurs. Ce n'est pas le cas, jusque-là, c'est une demande du président de la République. Le président l'a juste maintenu là-bas, puisque le président sait pourquoi il l'a maintenu. Et il ne l'a pas maintenu là-bas, puisqu'ils sont en train d'expédier les affaires courantes. On parlait d'un bon élève, l'est-il? Je dis que dans sa gestion, il y a des avancées significatives. Je préfère utiliser ce terme-là et je m'arrête là. Mais je ne voulais pas
pas vraiment beaucoup plus m'attarder sur l'évaluation de Sama Lukonde, mais je voulais par contre réagir aux propos de mon co-débatteur de droite. Vous savez, en ce qui concerne notre pays, nous devons avoir ce qu'on appelle une lecture holistique de la situation de notre pays. Lorsque mon co-débatteur de droite allègue ici et soutient, je vais ramasser un peu d'une manière que les M23 sont nos frères, ça c'est vraiment craché sur les Congolais et les Congos même. Les M23 n'ont jamais été nos frères. J'ai dit, je signe et je persiste. Moi, je venais, pas plus tard qu'au mois de novembre, si j'étais au Rwanda à une mission, je ne vais pas parler de cette mission, donc j'étais à une mission là-bas. Papa, je veux vous dire ici que le M23, c'est le Rwandais qui entre chez nous sous le label M23. Il n'existe jamais de M23 chez nous. Quelques brebis galaises tels que les Nanga ou encore le Wilingo, Massi réellement c'est un Congolais, il se trouve là-bas. Mais les M23, c'est le RDF, Rwanda Defense Force, qui est chez nous. Et je peux même vous montrer les indices, je peux vous faire voir comment ça se passe. Alors venir dire ici, venir dire ici que le M23 sont nos frères, sont des Congolais. Alors ça, c'est d'abord commencer par saper même les efforts qui sont en train d'être fournis par le chef de l'État et les démarches qu'il est en train de déployer par-ci, par-là. Nous n'avons pas affaire aux Congolais qui ont pris les armes, mais nous avons affaire aux Rwandais. Kagame l'a dit plusieurs fois, même s'il a changé plusieurs fois de version, soit il venait pour récupérer ses terres au Congo, soit il venait pour... La situation sécuritaire dans l'Est, excusez-moi de vous... Est-ce que vous pouvez me laisser... Oui. Excusez-moi de vous interrompre. Non, parce que là, je suis en train de répondre à mon co-débatteur. Il s'est mieux de noter parce que nous allons en parler dans notre deuxième thématique. Juste là, nous évaluons le bilan du gouvernement. Ça. Et effectivement, on est en train d'évaluer le bilan Sama Lukonde. Je crois avoir donné une réponse globale à cette préoccupation-là. Je ne vais pas, j'ai suivi mon co-débatteur leader Kingonzi qui s'est étendu là-dessus largement, qui a donné sa version des faits. J'ai suivi aussi mon co-débatteur de droite, mais ce qui a énervé ma pensée ou bien... Ne vous énervez pas. Non, en droit nous disons énervé, c'est que quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis en colère contre lui. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose, une pensée, un point de vue qu'il a émis qui ne tient pas sa route. Vous comprenez? Puisqu'aujourd'hui, nous avons des batteries lance-missiles. Nous avons le Rwanda qui entre par Nyiragongo, le Rwanda qui entre par Massissi, qui entre par Bunagana. Aujourd'hui, nous avons suivi même des exercices où... Très bien, justement. Est-ce que vous pouvez me laisser parce que vous en parlez, nous allons prendre notre deuxième thématique comme ça pour y aller directement. Notre deuxième thématique, ici, nous allons parler de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo, la France, les USA, les Royaumes-Unis, la Chine avec la RDC. Kagame et Sele. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que toutes ces grandes puissances s'alignent derrière la République démocratique du Congo pour justement soutenir notre nation afin que la paix puisse revenir dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, la France tout récemment par un communiqué a demandé aux groupes rebelles en tout cas de libérer nos territoires et a demandé également au Rwanda de ne plus soutenir ces rebelles du M23. Je pense que là, c'est encore une bêtise de plus, puisque le Rwanda, la France ne doit pas demander seulement au Rwanda de ne plus soutenir les rebelles ou de demander aux groupes rebelles d'arrêter. De quel groupe rebelle? Puisqu'aujourd'hui, Kagame est en train d'alléguer par-ci, par-là qu'il y a des FDLR ici au Congo. Mais sous le règne de Kabila pendant 18 ans, c'est le Rwanda pratiquement qui contrôlait ce pays. Il y avait des chefs d'état-major, il y avait même, moi je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, on continue encore à faire les nettoyages au sein de nos forces de sécurité et de défense. Donc le Rwandais qui était là avait la possibilité de traquer, puisqu'ils avaient préféré beaucoup plus occuper des postes de commandement à l'est de la République. Pourquoi? Premièrement parce que les richesses ou la richesse minérale de la République démocratique du Congo se concentre beaucoup plus vers ses frontières est ou si vous voulez bien orientales. Et la raison pour laquelle ces derniers avaient préféré être affectés là-bas et opérer comme qui dit à Lingala, nous savons ce qui s'est passé. Nous savons que
lors des opérations telles que brassage, mixage et tout ce que vous voulez, c'est le Rwandais qui venait dans notre armée. Les gens avaient dans leur tête que l'M23 avait été dissous. L'M23, je précise et je le répète, quelqu'un me dira ici que le président avait reconnu. Moi, je ne suis pas président de la République. Moi, je suis Eric Bamanaï et je fais mes analyses selon moi. Vous comprenez? Les M23 n'avaient pas été dissous en 2013. Les M23 a été mis en berne. Pourquoi? Il y avait 8500 membres de M23 qui demandaient leur adhésion, 8500 je précise, qui voulaient qu'ils soient insérés dans toutes les institutions. On n'en avait pris que 500. Les 500 là ont été déversés et dans l'armée et dans les aspects politiques. Dans tous les services. J'ai dit partout. Vous comprenez? Rien que la DGDA ici, sous Rugwiza, avait reçu combien? 800 Rwandais. Vous comprenez? Pendant que les Congolais sont en train de chômer ici. Vous comprenez? Ces gens qui vous parlent des histoires à dormir debout aujourd'hui, la France ne devrait pas se limiter seulement à dire que non. Il devrait condamner, citer nommément le Rwanda et signaler la présence des RDF sur le terrain. Puisque quand il parle d'un soutien, il est en train de survoler, il est un peu évasif. Il faut préciser que vous êtes en train en République démocratique du Congo avec autant d'hommes, avec autant de matériel. Il précise pourquoi à l'ONU on reconnaît même qu'il y a des lance-missiles. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous n'avons pas l'armée congolaise ou les Congolais qui ont pris des armes pour attaquer. Le seul Congolais qui sont aux côtés de l'armée régulière, ce sont les Wazalendo. Que Kabila et compagnie ont traité de force négative. Pourquoi? Parce que Kabila était avec le Rwandais. Vous parlez de Kabila, il faut l'oublier quand même. Il reste dans les oubliettes, Kabila. Alors, ne pas parler de Kabila, c'est faire ce que quand le régime de Kabila est arrivé, ils sont allés détruire le monument de Léopold II qui était par-ci par-là. Un pays où tout État qui se veut respectueux a toute une histoire. Même Mobutu, même s'il y a des gens qui continuent à fustiger Mobutu, c'est un président qui a régné dans notre pays pendant 32 ans. Et il mérite d'être enseigné même au niveau des écoles primaires ou bien, bref, dans l'enseignement, au lieu de nous parler de Napoléon Bonaparte et consorts, il faut qu'on nous parle de Mobutu, il faut qu'on nous parle de Lumumba, il faut qu'on nous parle... Bamanaï. Oui. Les USA oui. a demandé aussi à Kigali, notamment nous citons Kagame, oui. de ne plus soutenir les M23. Vous voyez que toute cette grande puissance s'aligne derrière la République démocratique du Congo et continue à demander... Cette déclaration a commencé depuis quand? Moi, je voulais que les USA ou toutes les puissances occidentales demandent tout simplement au Rwanda qu'en ayant 24 heures ou 72 heures, sortez de la République démocratique du Congo, sinon nous allons laisser les forces de défense de la République démocratique du Congo faire ce qu'ils veulent puisqu'ils sont en train de protéger leur territoire. Donc là, on allait sentir qu'il y a le sérieux, il y a du sérieux, il y a la rigueur dans tout cela. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du farfelu. Vous allez voir que le Rwanda ne va pas sortir si ce n'est que par la main puissante. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est arrivé ici, est venu pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème, même un boxeur qui sait qu'il a un combat, un challenge quelque part, il commence d'abord par faire des entraînements. Pour faire des entraînements, il faut des équipements pour appropriés. Très bien. Voilà pourquoi le président de la République, il a d'abord commencé par obtenir la levée de ce qu'on appelle les régimes de notification qu'on avait pour acheter les armes. En d'autres termes, l'embargo. Ça a été levé. Deuxièmement, il fallait doter l'armée d'un instrument de travail, d'un outil de travail, qui est la loi de la programmation militaire. Ce qui est en train d'être fait. C'est déjà fait. Okay. Troisièmement, il fallait équiper l'armée. Quatrièmement, il fallait recruter et recycler. Non seulement recruter et former, mais recycler aussi ce qui était là. Puisque l'armée et ces hommes de l'époque avaient déjà une connaissance obsolète. Pourquoi? Pensez-vous que dans notre armée, il y a toujours les infiltrés? On continue, puisque s'il n'y en a pas, pourquoi vous apprenez qu'il y a des défections? Puisque nous avons deux comportements au sein de notre armée. Nous avons la trahison et nous avons la défection. La trahison, c'est beaucoup plus de Congolais qui sont au sein de notre armée, qui collaborent avec l'ennemi qui est connu, le Rwanda. Très bien. La défection, c'est beaucoup plus, je dis bien, c'est pas tout, mais c'est beaucoup plus ceux qui étaient venus derrière les opérations brassage, mixage et tout ça là, qui sont des Rwandais, qui ne sont pas des Congolais, lorsqu'ils trouvent qu'on commence à mettre un accent, on a l'œil sur eux, ils finissent par rejoindre la cachette et quand ils arrivent là-bas, ils font défection. Je vous relance avec cette deuxième question et la dernière. Tshisekedi, pendant les derniers sommets
l'Union africaine, Oui. il y avait un mini-sommet organisé en faveur de la RDC qu'il fallait justement relancer avec le processus de paix et autres. Tshisekedi garde sa position de ne pas coopérer justement avec le M23 et ces derniers tient à ce qu'il n'y ait plus dans notre pays brassage, mixage et autres. Cette position du président de la République reste ferme et déterminée. La position soutenue par le président de la République lors du mini sommet d'Addis Abeba, qui avait réuni d'une part le Rwanda, d'autre part la République démocratique du Congo, représenté par le président de la République, le président est ferme. Vous ne pouvez pas comprendre et imaginer la quantité ou bien le degré de pression que le président de la République a reçu. Vous savez, si c'était... Vous parlez de la pression interne. Je parle de la pression de la communauté internationale. Très bien, très bien. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines ou quelques mois ici, le président polonais s'est déplacé, Duda. S'est déplacé, il est venu en Rwanda. Dites-moi, d'où vient que la Pologne, qu'on ne connaît même pas, vienne se présenter au Rwanda pour dire que je suis à vos côtés, pour vous soutenir. Après quelques temps, on a trouvé qu'il y avait du matériel qui venait. Même le chargé de la stratégie militaire américaine était venu bien avant cela, à bord de quel avion? L'avion militaire sur lequel on a écrit US Air Force, je crois, ça doit être C-37 ou quelque chose comme ça. Ce sont des avions similaires à ce qu'on appelle le B-50. Non. Les avions de transport de troupes militaires, j'ai encore oublié le nom. Quand ce monsieur est arrivé là-bas, il a fait 4 jours. L'équivalent de... Donc, celui qu'on appelle les chargés de la stratégie militaire aux États-Unis, c'est le patron de la CIA. Qu'est-ce qu'il était venu faire au Rwanda pendant 4 jours? Et quand il vient avec un avion comme ça, cet avion, non seulement qu'il transporte des troupes militaires, mais il transporte aussi du matériel militaire. Il était venu dire à Kagame de ne plus soutenir les... C'est toi qui sais ce qu'il avait dit, mais moi... C'est une question que je... Non, on ne sait pas, puisque c'est une mission top secret. Très bien, merci. Donc il a fait ça, il a effectué sa mission pendant 4 jours, il est reparti. Alors nous, la RDC, nous ne devons pas rester dans ce qu'on appelle les jérémiades. D'une part, nous menons la diplomatie, mais de l'autre côté, sur le terrain, nous agissons. Très bien, merci beaucoup. Après la Deuxième Guerre mondiale, deux grands blocs se sont formés. Le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Nous sommes des non-alignés. Mais vu les enjeux de l'heure, notre pays n'a pas besoin de rester dans la lignée des non-alignés. Nous devons nous aligner maintenant quelque part. Nous allons prendre leader Kingondi. Vous avez suivi votre co-débatteur en face, Eric Bamanaï, qui s'est exprimé sur ces sujets qui fâchent en même temps. Ici, la question reste de savoir, aujourd'hui, enfin, les USA, la France, eux autres s'alignent derrière la République démocratique du Congo, et cela est dû à la pression interne de la population congolaise. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est d'abord, je m'aligne ou encore j'opine favorablement à ce qui a été dit par Maître Eric Bamanaï, à une grande partie, que la RDC doit prendre le courage de pouvoir s'aligner. Pourquoi? La politique internationale est assise sur une hypocrisie diplomatique. Et dans cette hypocrisie diplomatique, nous, la RDC, nous en payons les prix. Alors, s'il faudrait retracer l'histoire de ces pays, depuis 1885, lors du partage de l'Afrique au cours de la conférence de Berlin, vous comprendrez que pour les Occidentaux, le Congo n'appartient pas à nous, peuple congolais, ou encore à nous natifs, mais ça appartient à certains individus, occidentaux. À l'époque, le Congo a appartenu personnellement au roi des Belges, Léopold II. Et il en a fait une histoire à lui seul. Et quand il s'est trouvé en difficulté pour gérer le Congo, vu plusieurs pressions, il a négocié avec son royaume, la Belgique, pour céder la RDC à la Belgique et pour qu'ils co-gèrent ensemble. Mais au-delà de cela, la Belgique n'a pas été aussi compétente pour garder à elle seule la RDC. Elle était aussi obligée de pouvoir associer les Américains, de pouvoir associer la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et nous sommes devenus un res nullius bien établi sur le plan international. Et toutes ces puissances se sont organisées pour que la RDC n'ait jamais de paix. Alors, si nous allons toujours dans la logique de l'histoire, nous allons comprendre que déjà vers les années 1920 ou 15, il existait un pays qui s'appelait le Rwanda Urundi, qui était aussi co-dirigé par l'Occident avec la Belgique. Et qu'est-ce qui s'est passé
passé, ils ont utilisé pratiquement les mêmes peuples pour qu'ils puissent vivre dans un commun accord pour pouvoir préparer un plan machiavélique qui aura pour objectif de balkaniser la RDC. Et nous verrons que les Tutsis rwandais, les Tutsis du Burundi et les Hutus, ensemble avec les Bantous, on les a imposés de pouvoir vivre dans la partie du Grand Lac. Et avec comme conséquence, lorsque tous ces pays ont acquis séparément les indépendances, un vrai problème sur les nationalités ont commencé à prendre jour et sur le problème de délimitation des territoires malgré les limitations établies par la conférence de Berlin. Nous allons également voir que le cas que la RDC a connu à l'époque de Mobutu. Mobutu devient président de la République, mais on lui donne un chef de cabinet qui était Barthélemy Bisengimana, qui est né en 1935, si je ne m'abuse pas, dans la province de Siangungu au Rwanda. Alors, s'il faudrait partir sur la nationalité Yus Soli, Bisengimana Barthélemy n'est pas congolais puisqu'il est né dans le sol congolais. S'il faudrait voir Yus Sangini, Bisengimana Barthélemy n'est pas congolais puisqu'il n'a jamais eu un père ou une mère qui était de la nationalité congolaise. Ce qui fait que nous continuons à payer les prix et leur objectif c'est de balkaniser la RDC. Comment en sortir dans cette situation? J'ai toujours été d'avis que la solution militaire ne serait pas la solution idéale. Il faudrait que nous ayons une solution diplomatique, comme l'a dit Maître Eric Bamanaï, qu'on puisse s'aligner clairement, qu'on ne puisse pas être obligé de vivre dans une hypocrisie diplomatique, comme si nous sommes avec les Américains qui changent de mots. Ça fait quelque peu de temps que un des ambassadeurs américains qui était ici au Congo, qui était en train, qui était en train tantôt de vanter les pouvoirs du président Tshisekedi, mais à un moment donné, ils ont changé de revers de la main pour pouvoir tenter de soutenir le Rwanda. Et pour pouvoir soutenir le Rwanda et soutenir également le M23. Nulle part dans le monde, une rébellion peut être porteuse ou détentrice des armes à haute portée. Nulle part dans le monde, une rébellion peut détenir des missiles sol-air ou encore des avions militaires. Ça n'existe pas. C'est comme si que dans leur logique, ils sont en train de vouloir établir un État dans l'Est du Congo, qu'ils ont tenté de créer des forces avec les forces de l'EAC. Est-ce que la RDC a-t-elle des partenaires qui jouent franc jeu? La RDC n'a pas de partenaires qui jouent franc jeu. Voilà pourquoi nous devons nous aligner nouvellement. La Russie a la disponibilité ou encore les dispositions de pouvoir nous tendre le main. Alors nous allons inviter notre gouvernement de ne plus se voiler la face. Nous avons des partenaires qui ne sont pas honnêtes. Il faudrait que nous ne changeons pas forcément de partenaires, mais que nous ayons de nouveaux partenaires. Ça sera comme une diplomatie de concurrence, une diplomatie concurrentielle. On va voir celui qui nous porte soutien, celui qui nous accompagne. On travaille avec ces genres de partenaires. Vous savez, nous pouvons avoir autant de tables rondes politiques dans le pays pour rechercher la cohésion nationale. Mais si au niveau diplomatique, nous ne nous sommes pas alignés clairement, nous allons toujours connaître le même problème. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous passer la parole. Ludovic Aleka, ici, vous avez été contredit par Eric Bamanaï qui disait que non, il ne faut pas à tout prix dire que les M23 sont nos compatriotes. Quand même, pourquoi aller jusqu'à ce point? D'abord, je vous ai vu en train de me demander de noter. Ce n'est pas important de noter. J'ai toujours assisté à cette idéologie extrémiste, je le sais. Écoutez, ça ne se discute pas. Les membres du M23 sont issus d'abord du FARDC. Ils ont créé des factions parce que l'accord du CNDP de 2009 n'a pas été respecté. D'où il y avait le retour des réfugiés congolais, les Tutsis congolais qui se sont réfugiés lors de l'opération turquoise au niveau du Rwanda et du Ouganda. Ils ont créé des factions parce que l'accord n'a pas été respecté. Ils sont des Congolais. J'ai toujours posé la question, j'ai toujours mis au défi. Quel est le Rwandais que l'on connaît au niveau du M23? Je connais Willy Ngoma, qui était de l'UDPS. Je connais Bertrand Bissimo, qui est un mouché. Je connais Makenga, qui est de Massissi. Alors j'aimerais que l'on pose la question. Quel est l'élément RDF qu'ils connaissent, qui se battent en République démocratique du Congo? Écoutez, j'ai toujours dit, aucune puissance dans le monde ne peut battre un groupe qui se bat pour leur survie. Ils n'ont rien à perdre. J'ai toujours parlé du dialogue parce que je connais. C'est une question de causalité historique. Et pour conclure, parce que là, la régie nous parle déjà du temps, on nous a parlé du Bisengimana. Ce n'est pas le Rwanda qui nous a amené Bisengimana. Bisengimana a travaillé au barrage de Inga. C'est Mobutu, lorsqu'il est allé, il a posé la question qu'on voulait une personne intelligente et intègre qui pourrait travailler dans son cabinet. Et on l'a donné Bisengimana. Ce n'est pas au Rwanda, c'est ici en République démocratique du Congo. Les gens doivent connaître, doivent savoir déjà l'espace Ruchuru.
Massissi, qui sont des espaces où la plupart des natifs du M23 se trouvent, n'appartiennent pas au Rwanda. Ça appartient à la République démocratique du Congo. Ça ne signifie pas que s'il y a une morphologie que l'homme blanc nous a imposée, que celui-ci est un Tutsi, c'est que signifie que c'est un Rwandais. Et j'aimerais conclure en disant que Tutsi, Hutu n'a jamais été racial, c'est une stratification sociale. On pouvait quitter de Hutu en Tutsi et de Tutsi en Hutu. Sur ce, dialoguons pour trouver la paix en République démocratique du Congo. Deux phrases seulement pour conclure. En ce jour, Eric Bamanaï. À m'inscrire totalement en faux pour dire sur ce que vient de répéter encore mon compatriote. Je pense qu'il en est un. Je vous dis que si l'homme 23, puisqu'il veut poser la question, qui est ce Rwandais? Sultani Makenga, Makanika, ce n'est pas son nom. Tous ces gens-là. Bertrand Bissima, oui, c'est un mouche. J'ai dit, il y a quelques rares Congolais qui sont avec eux. Quand vous prenez ce qu'on a tué là, c'est le petit frère de Karega qui était ambassadeur ici. Mais qui était là, les financiers? C'est un Congolais. Combien de Rwandais sont en train d'être tués à tout moment et rentrés soit comment on appelle ça, empiétés, disons, handicapés et tout ça là. Il faut pas que vous convienne. Donc, tout ce qu'on est en train de dire ici, donc, les autorités du pays mentent, donc les M23 sont des Congolais. Mais ça, il faut vraiment vivre dans les stratosphères pour venir raconter des choses comme ça. Un Congolais sérieux digne de son nom ne peut pas raconter ce qu'il dit là. Je pense que nous devons être sérieux. Si on n'aime pas notre pays, on commence à débiter de tels propos à la place publique. Il faut qu'on prenne le microscope, qu'on vous regarde très bien, qu'on sache qui êtes vous réellement. Touche à sa fin. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux. Un grand merci au producteur de cette émission, Vincent Mouzungu. Il nous suit certainement depuis son bureau de travail. Un grand merci à tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à la réussite de cette émission. Un grand merci également à nos invités. Ils étaient là pour débattre avec nous le sujet d'actualité. Ludovic Kalengai, coordonnateur du PMVS, leader Kingozi, président des Milelo Yamboka, mais aussi Eric Bamanaï. Mesdames et messieurs, le plaisir était... Vous êtes élu de PES. Merci pour cette précision, mesdames et messieurs. Le plaisir était le nôtre de vous servir. En tout cas, restez en compagnie de votre programme. 10e rue Télévision, c'est votre télé. Aslapita.